Salut les réfractaires, je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait quand même un bail qu'on n'a pas parlé de dérive autoritaire. Et pour ce faire, on va parler d'une enquête de Mediapart juste dingue, qui montre et qui prouve la collusion entre l'État, la police et les multinationales. Une enquête constituée d'interceptions téléphoniques réalisées en 2013 sur le consultant en sécurité de LVMH. On va donc parler des 2 premiers épisodes concernant la panique de la multinationale devant Fakir et les pratiques du consultant pour servir les intérêts de Bernard Arnault. Ces écoutes, elles découlent évidemment d'une instruction judiciaire qui a été menée pour de sombres affaires de financement de campagne présidentielle avec l'argent libyen, enfin bref. Et ça a mené à un procès. Et durant ce procès, il n'a jamais été question du trafic d'influence qu'on va voir là tout de suite. Et ça pour une simple raison qu'on va voir à la fin de la vidéo. Donc Mediapart, ils n'ont pas utilisé des documents top secrets qu'ils ont réussi à se procurer on ne sait comment. Ce qu'ils ont fait simplement, c'est mettre en scène des documents qui ont été utilisés par la justice dans ce qu'ils ont appelé une enquête multimédia. Et ce qui est rigolo avec cette enquête, c'est qu'à la fois tu as des infos qui sont très crues et qui montrent concrètement comment les oligarques se parlent entre eux, mais surtout, c'est monté comme une série Netflix. Ce qui fait que l'ensemble est plutôt cool à écouter, mais avant de se plonger là-dedans, on va juste se demander qui est Squarcini, cet espion qui a été mis sous écoute. Squarcini, c'est l'ancien directeur général du renseignement intérieur de Sarkozy, mais aussi un ancien préfet et un ancien commissaire de police. C'est donc un mec qui a le bras long et qui a du réseau, d'autant que son petit surnom, il est sympa, c'est le Squal. Donc en gros, ça veut dire un requin, ce qui donne une idée du personnage. Avec l'élection d'Hollande, il part et vend son réseau et ses compétences à Bernard Arnault. Et forcément, quand il y a la bande à Ruffin qui se pointe et qui essaie de faire parler durant l'Assemblée Générale des actionnaires des employés qui ont été licenciés suite à une délocalisation, ça fait flipper au plus haut niveau de LVMH. Parce que oui, le plus important pour LVMH, c'est encore son image de marque, vu que c'est un truc de luxe et tout ça. Bon, c'est vrai qu'ils s'en foutent un peu de licencier des milliers de personnes, de délocaliser et de semer la misère dans leur propre pays. Par contre, que cette misère-là déborde jusqu'aux yeux des actionnaires, ça c'est inacceptable. Et pour faire ça, Fakir a distribué une action de LVMH à plusieurs personnes pour pouvoir s'infiltrer lors de l'Assemblée Générale. Mais en attendant, il multiplie les petites escarmouches en préparation de ce grand moment. Arnault s'en inquiète et demande à Squarcini de s'en occuper. Et donc tout ce qui va suivre, c'est juste une conséquence d'une action militante d'une quinzaine de personnes déterminées qui voulaient simplement et légalement faire parler des employés durant une Assemblée Générale de LVMH. C'est tout. Et ça, faut pas l'oublier parce que du côté de la multinationale, ça va partir en sucette très rapidement. Notre espion préféré tente alors de choper des informations sur Fakir. Il appelle donc son ancien service des renseignements français, puis le ministère de l'Intérieur pour contacter la direction du Conseil international. Ce qui est rigolo, c'est qu'il fait ça juste pour poster des policiers belges devant les locaux de LVMH en Belgique, simplement parce que Ruffin et ses potes, ils sont allés les voir avec un acteur qui se prenait pour un inspecteur des impôts. Il envoie donc des messages à la DGSP, à la préfecture de Paris et tout le bordel. Et en retour, c'est ça le plus fort, c'est qu'il chope des informations directement du ministère de l'Intérieur, qui lui transmet ce que le renseignement a sur Fakir, et il lui assure même que les autres services de l'État ont été saisis de l'affaire. Donc pour être clair, c'est pas juste un type qui envoie des mails. C'est un type qui envoie des mails et qui en réponse arrive à faire bouger toute la structure de l'État simplement pour une histoire anodine d'Assemblée Générale. Ensuite, Squarcini entre en contact avec ceux qui ont infiltré Fakir. C'est un ancien de la police financière qui a fait une liste des militants, de leur adresse et des photos et qui ira même jusqu'à fouiller leurs poubelles. Ensuite, c'est la préfecture de Paris qui rappelle Squarcini pour lui confirmer que l'action de Fakir aura lieu et qui détaille les méthodes de l'action. Pour rappel, à ce moment-là, Squarcini, il bosse pour LVMH et c'est tout. Et tous ceux qui lui filent ces informations le savent très bien. Et l'histoire continue comme ça au fil des appels de Squarcini et des actions de Fakir. Et il y a eu vraiment un ensemble d'événements qui sont vraiment loufoques avec un très beau finish que vous pouvez aller voir sur Mediapart. Et pour vous dire à quel point c'est incroyable, à un moment vers la fin, on entend même la voix de Bernard Arnault. Mais juste pour le plaisir, on va se regarder un double extrait. Allô? Bernard, on a eu un problème, les mecs de Fakir sont rentrés. Où? Au bureau. Ils sont rentrés dans le bureau ici? Oui, en bas. À Montagne? Oui. Ok. Et combien? donc, toute une petite bande, enfin c'était pas beaucoup, mais ils avaient des t-shirts I Love Bernard avec un truc, et bien entendu, monsieur Arnault ne descend jamais, et là il est en bas. Oh putain, bon, ok. Mais les mecs de Fakir sont combien? Ah ils sont repartis là. D'accord. Ouais. Non mais monsieur il a eu peur, en plus il était avec David de Rothschild. Oh putain. Puis avec David de Rothschild, après il va aller le raconter, quoi que c'est commencé.
si je dis quelle était l'histoire derrière ça, c'est que on va au siège LVMH après une intervention à l'Assemblée Générale de Vinci. On se dit, bon, allez, on va aller faire un petit tour. On y va avec les tongs I Love Bernard, parce qu'on avait des tongs. On y va avec les mugs I Love Bernard. Là, en dessous, j'ai le t-shirt I Love Bernard. Tu vois, on y va comme ça. Et puis, à l'entrée, on discute avec le vigile et puis on se fait passer pour des étudiants en école de commerce. Et on dit, on aimerait bien nous montrer notre projet de fin d'année. Voilà, on a fait des produits dérivés sur Bernard Arnault parce qu'on est fiers de lui. Et le vigile dit, bon, d'accord, allez, je vous laisse rentrer. On arrive à l'accueil. Et là, comme par hasard, il y a Bernard Arnault. Alors moi, éperdument amoureux, comme je l'étais à l'époque, un peu déçu depuis, mais je crie « Bernard, Bernard, Bernard !» Et rattrapé par le vigile, tu vois, qui me met son bras comme ça, j'arrive encore à lui tendre un mug et Bernard Arnault se retrouve avec un mug I Love Bernard dans les mains. C'était l'attentat que nous avions produit. Et c'est comme ça, tout le long, Squarcini ne cesse d'appeler les différentes agences du renseignement français, de la police, de la préfecture, du ministère de l'Intérieur. Et il y a même le numéro 2 du renseignement à l'Élysée qui le félicite pour tout son travail qu'il a fait contre Fakir. Et le truc le plus incroyable, je trouve, c'est que tout ce trafic d'influence, parce que c'est à peu près comme ça que ça se nomme, tout ce trafic d'influence, il se fait avec un naturel incroyable. Et ça montre deux choses. Déjà que tu as un État dans l'État qui permet à des multinationales, à travers des intermédiaires comme Squarcini, de faire bouger les structures de l'État au service de leur intérêt privé. Et surtout, l'autre information importante de ces écoutes, c'est la banalité qui s'en dégage. C'est comme si Squarcini faisait du trafic d'influence tous les jours et que les institutions lui envoyaient tous les jours des informations alors que normalement, c'est pas du tout censé se passer comme ça. Donc ça, c'est le premier épisode qui cause de l'histoire entre Fakir et LVMH. Maintenant, on va passer au deuxième qui parle plus globalement de comment Squarcini gère les affaires de LVMH. Par exemple, au moment des écoutes, il cherche à équiper les gardes du corps de Bernard Arnault. Tu sais, au cas où, s'il y avait un situationniste de gauche radicale qui sortait d'un buisson pour attaquer Bernard Arnault. Et il va jusqu'à solliciter le numéro 2 du Conseil national du renseignement pour qu'il lui fournisse une note bidon sur des mecs d'extrême gauche. Tout ça pour justifier le fait que les gardes du corps devraient être armés. Et ça a été enregistré, cette conversation a été enregistrée et elle est juste lunaire. Pierre, allô, me rappeler. Ouais. Putain, tu es fort, toi. J'ai fait même travailler le CNR à ton profit, c'est trop fort. Eh non, il pourra me le sortir que lundi matin. Ouais, il m'a dit, je vais même lui faire ça, compile et tout. Attends, Eric, c'est pour la survie du pays, les mecs qui bossent, toi. Eric est super consciencieux, tu sais. Non, mais je sais. Attends, tu préfères aider Mélenchon ou le CAC 40? Il va te le faire. Allez, salut, ciao. Et le Conseil national de renseignement, c'est pas n'importe quoi. C'est eux qui organisent et qui coordonnent l'ensemble des services de renseignement en France. Ils sont en contact directement avec l'Élysée. Et ces personnes-là, ils travaillent consciencieusement, consciemment, de manière répétée pour Bernard Arnault. Dans un autre extrait, il s'agit de faire remonter des informations concernant une procédure judiciaire qui emmerde LVMH. Et c'est le magistrat lui-même qui va révéler ces informations à Squarcini de manière totalement illégale pour savoir, par exemple, qui allait s'occuper de cette affaire-là. Et le plus ouf, c'est que ce magistrat-là, quelques temps plus tard, par le plus grand des hasards, il va devenir le directeur juridique de LVMH. Voilà, c'est la magie de la corruption. D'ailleurs, c'est rigolo parce que, tu sais, dans ce trafic d'influence un peu chelou, à chaque fois que quelqu'un donne une information qu'il n'est pas censé donner, il se retrouve récompensé. Soit par de l'argent, soit par de l'influence, soit par des postes directement à LVMH comme on a vu, soit même pire. Bernard, oui. Vous savez, chaque année, la possibilité d'inviter quelques personnes à Roland-Garros. Oui, d'accord. Oui. Donc, si vous souhaitez faire plaisir à quelques personnes, ouais. Vous me le dites. Hein. Ok. Oh, salut Bernard. Monsieur Christian Flash, comment vas-tu? Ça va. Est-ce que le 5 juin, ça te dit de venir à Roland-Garros, déjeuner plus loge? Bah ouais, c'est pas désagréable, bien sûr. Et c'est pas n'importe qui ceux qui acceptent cette place de Roland-Garros, c'est le chef de la police judiciaire. C'est un très haut gradé, quoi. Et ce gars-là se laisse tranquillement corrompre par Bernard Arnault. Et c'est comme ça pendant quasiment 1 heure d'écoute d'enregistrement. Et le plus dingue, c'est qu'une grosse partie de ces enregistrements n'ont pas été retranscrits par les policiers. Et c'est quand même plutôt étonnant parce que c'était à l'IGPN au moment de retranscrire ces écoutes-là. Voilà, c'est bizarre, c'est souvent les mêmes qu'on revoit. Et donc c'est pour ça que les juges, en fait, ils n'ont pas eu accès à ces informations et que durant le procès, on n'a absolument pas parlé de ce trafic d'influence-là.
Mais l'IGPN a quand même interrogé l'homme le plus riche de France pour lui demander si oui ou non il était au courant de ces infiltrations chez Fakir. Et Bernard Arnault il a simplement répondu que non. Et quand on écoute ces enregistrements, on se rend compte que c'est un mensonge total. Voilà, Bernard Arnault était évidemment au courant. C'est même lui qui a demandé à Squarcini d'infiltrer justement tout ce bordel-là. Il a même demandé à Squarcini de lui envoyer des notes sur ce qu'il faisait, ce qu'il comptait faire, etc., etc. Donc ce qui veut dire qu'en France, l'homme le plus riche de France a menti à des policiers. Et c'est sûr, connaissant l'IGPN, ils vont juger ce mec comme n'importe qui. C'est sûr, je veux dire, si les gilets jaunes se font punir parce qu'ils mentent à la police, Bernard Arnault aussi. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer. En passant, ce qui est valable pour l'État français l'est aussi pour les institutions européennes. Une ex-administratrice de LVMH est devenue une cadre influente de la Banque Centrale Européenne qui a filé, on le rappelle, 9 milliards d'euros à la multinationale pour le plan Covid. Et cette administratrice, très récemment, est revenue comme si de rien n'était à l'administration de LVMH. Mais encore une fois, ça c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ça concerne une affaire, une écoute sur un court laps de temps et c'est tout. T'imagines, parce que déjà là sur le Canard, on relaie pas toutes les informations de Mediapart. Mediapart, ils n'ont pas relayé toutes les informations qu'ils ont obtenues. Et même, ils n'ont pas réussi à choper tout ce qui a été écouté. Il y a des choses qui n'ont pas été écoutées par la police. Et il y a en plus des choses qui n'ont pas été discutées par téléphone, mais directement en face à face. Donc ce qu'on a là, ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est vraiment un échantillon mais ridicule. T'imagines la face immergée de l'iceberg ? La question, c'est de savoir à quel point aujourd'hui les institutions françaises sont au service des plus puissants et des plus riches de France. Donc on savait que Macron, par exemple, il avait une politique qui favorisait les riches. Mais maintenant, on a les preuves que c'est l'État, dans sa structure même, qui se met au service des plus riches. Et c'est des preuves qu'on a là. C'est pas des hypothèses, c'est pas des peut-être, des si, on interprète. On a les écoutes, on a les preuves, ça se passe comme ça. Et le pire, c'est que toutes ces histoires, ça s'est passé sous le mandat de François Hollande. Et maintenant, c'est même la taupe de Bernard Arnault qui est devenu président de la République. Donc on peut envisager, sans prendre trop de risques, que cette situation-là a largement empiré. Et Squarcini, même s'il est toujours efficace dans ses propos qui ne durent rarement plus d'une minute, il a fait preuve quand même d'un grand manque de professionnalisme en téléphonant un peu partout. Mais aujourd'hui, il est bien plus simple de crypter des conversations et ce genre de trafic d'influence, sous la Macronie, en plus de s'être très probablement accéléré et multiplié, ne pourront jamais sortir au grand jour de la sorte, ce qui nous met 2 fois plus sous l'influence des multinationales. Au passage, c'est une information, on a l'impression que c'est du détail, mais c'est peut-être un des trucs les plus importants. En 2013, Bernard Arnault, il avait 40 milliards de dollars. Bon, c'est déjà pas mal, tu me diras. Maintenant, donc 7 ans plus tard, il en a 110 milliards. En 7 ans, sa fortune a augmenté de 70 milliards. T'imagines la courbe que ça fait? Une courbe qui a sans doute suivi son influence. C'est-à-dire que le Bernard Arnault de 2013 est beaucoup moins puissant, beaucoup moins implanté que le Bernard Arnault de 2020. Bref, on le sait maintenant, la République, la Grande République comme Macron aimait à parler, cette République-là, elle est totalement salie, sapée, détournée, insultée par l'ensemble des oligarques français qui en usent et qui en abusent pour des intérêts privés. Donc si on résume à peu près, on a des milliardaires qui ont un accès ultra privilégié à la justice et à la police parce qu'ils peuvent détourner et avoir n'importe quelle information comme ils le veulent. Mais en plus de ça, ces mêmes milliardaires, ils ont la quasi-intégralité des médias et la quasi-intégralité des gros moyens de production en France. T'imagines la capacité de pression qu'ont ces gens par rapport à un gouvernement par exemple? Par 100 moyens différents, ces milliardaires-là peuvent s'assurer que l'État est bien à leur service. Et la dérive qu'on commente largement dans cette chaîne avec la chronique, c'est juste en réalité les milliardaires qui ne supportent plus que la société leur empêche d'avoir encore plus de profit. Sauf que là, ils sont arrivés dans une limite où s'ils voulaient gagner encore plus d'argent, il fallait qu'ils détruisent les institutions. Et c'est ce qu'ils font avec cette dérive autoritaire. Sauf qu'évidemment, le souci pour eux, c'est que dans leur course effrénée au profit, ils détruisent absolument tout. Que ce soit notre démocratie, notre modèle social, ou globalement notre planète et notre avenir. Ce qui fait que en réaction à cette dérive autoritaire-là, il va aussi y avoir une réponse du peuple. Et on l'a déjà vu avec les Gilets jaunes, mais ça va avoir plein d'autres formes dans l'avenir. Ce qui fait que cette histoire, même si eux, ils sont bien placés, tu sais, ils ont des milliards, ils ont des espions, elle est très très loin d'être terminée.
Et c'est là-dessus qu'on termine le 7e épisode de La Dérive autoritaire. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sachant que sur le canal, il y a 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc, si tu veux aller voir ça, tu peux t'abonner en cliquant ici. Et l'enquête de Mediapart sur Squarcini ne s'arrête pas là, et elle déborde jusque dans les réseaux France-africains de Squarcini, ce qui est plutôt rigolo à voir. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en parle ici sur la chaîne du Canard, mais en tout cas, tout est disponible sur le site de Mediapart. Et pour ceux qui sont intéressés, on a installé un Peertube. Donc Peertube, c'est un YouTube mais décentralisé qui appartient pas à Google, qui est libre, tout ce que tu veux, et qui est installé sur nos serveurs du Canard. Donc sur le Peertube, on va mettre une vidéo, c'est une interview de François Ruffin qu'on a fait il y a quelques mois et qu'on n'a jamais publié. Et on va essayer de mettre du contenu nouveau sur Peertube de manière régulière pour inciter les gens à découvrir cette nouvelle plateforme. Donc des bisous, bon week-end à vous et on se revoit lundi pour la revue des réfractaires. Et en attendant, prenez soin de vous.